je vais introduire les deux ateliers, celui de ce matin et celui de cet après-midi, puisque vous aurez de nouveau un atelier avec moi cet après-midi, avec cette citation de Pierre Hadot, historien de la philosophie, qui parle de la lecture comme d'un exercice spirituel. On va voir dans un premier temps en quoi on peut considérer la lecture comme exercice spirituel. Chaque époque, nous dit Pierre Hadot, doit reprendre cette tâche, apprendre à lire et à relire ces vieilles vérités. Nous passons notre temps à lire, c'est-à-dire à faire des exégèses et même des exégèses d'exégèses. Donc on passe notre temps à interpréter, à lire et à interpréter les textes que l'on lit. Nous passons notre vie à lire, mais nous ne savons plus lire. C'est-à-dire nous arrêter, nous libérer de nos soucis, revenir à nous-mêmes, laisser de côté nos recherches de subtilité et d'originalité, méditer calmement, ruminer, laisser les textes nous parler. C'est un exercice spirituel, un des plus difficiles. Et donc, tel va être l'objectif de ces deux ateliers. De manière un peu provocateur, je dirais qu'on va apprendre à lire. Et puis sinon, de manière moins provocatrice, je dirais plutôt qu'on va apprendre comment faire de la lecture un exercice spirituel au sens où l'entend Pierre Hadot. Alors peut-être un petit mot, un petit peu de recul sur ce qu'est un exercice spirituel, pour bien comprendre comment faire de la lecture un exercice spirituel philosophique. Pour Pierre Hadot, c'est la deuxième citation sur votre exemplier. Personnellement, dit-il, je définirais l'exercice spirituel comme une pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de soi. Donc l'exercice spirituel philosophique va être, pour les anciens, et pour nous encore aujourd'hui, un moyen, le moyen indispensable en vue de la conversion au mode de vie philosophique, en vue de la transformation de soi et du changement de mode de vie, qui est impliqué par la conversion philosophique. Et il y a plein d'exercices spirituels que proposent les stoïciens. Philon d'Alexandrie, au 1er siècle de notre ère, fait même une liste de ces exercices spirituels antiques, parmi lesquels figure effectivement la lecture. À côté de la maîtrise de soi, la méditation, l'indifférence aux choses indifférentes, l'attention, voilà, qui sont tous des exercices spirituels antiques. La lecture fait donc pleinement partie, pour les anciens, et pour nous aujourd'hui aussi, à mon avis, à mon sens, fait partie du mode de vie philosophique et va favoriser la transformation de soi à plusieurs égards. Premièrement, la lecture elle va nous permettre de pouvoir comprendre, connaître les principes de la philosophie stoïcienne, par exemple. Mais deuxièmement, la lecture va aussi avoir pour but de nous transformer nous-mêmes. Et c'est en ce sens qu'elle peut être un exercice spirituel au sens où l'entend Pierre Hadot, c'est-à-dire un exercice destiné à transformer l'individu qui le pratique jour après jour. Au même titre, par exemple, que l'écriture peut être un exercice spirituel, le dialogue philosophique. C'est ce que nous rappelle Épictète dans les Entretiens, c'est la citation suivante sur votre exemplier. « Garde ces pensées, dit-il, de nuit et de jour, à ta disposition. Mets-les par écrit, fais-en ta lecture, qu'elle soit l'objet de tes conversations avec toi-même, avec un autre. » Donc on voit là, on a à la fois la lecture, l'écriture, le dialogue philosophique avec soi-même, dialogue intérieur et avec un autre, 4 exercices spirituels qui sont proposés par Épictète lui-même dans les Entretiens. Lié à la transformation de soi, la lecture peut ainsi être un excellent support de méditation et non seulement le moyen d'acquérir des connaissances. C'est ce que fait Marc Aurèle, par exemple, dans les Pensées, lorsqu'il lit ce texte de l'Iliade d'Homère. C'est le texte suivant que je ne vais pas vous lire en entier car il est assez long, où il dit... il lit cette phrase de l'Iliade qui dit « Il y a des feuilles que le vent fait tomber à terre, telle est la race des hommes. » Et à partir de cette lecture-là, il va en faire une méditation. Il va lui-même écrire ses propres pensées à partir de cette lecture, de la lecture de cette phrase d'Homère, sur la mortalité, sur le caractère éphémère des choses qui nous arrivent, sur le caractère éphémère de notre propre condition en tant qu'être humain, par exemple. Donc la réflexion de Marc Aurèle, à partir de sa lecture d'Homère, va conduire le philosophe stoïcien
à l'état, là je cite aussi le début de la citation, à l'état où il ne sent ni chagrin ni crainte, c'est-à-dire l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, qui est la finalité de la philosophie stoïcienne. Donc, les effets de la lecture, là en l'occurrence une transformation de sa propre disposition intérieure pour atteindre l'ataraxie, les effets de la lecture sont alors plus importants que les connaissances que cette lecture vont apporter. Et c'est ce qu'explique Épictète aussi dans la citation suivante, lorsqu'il dit « Pourquoi veux-tu lire? Dis-le-moi. Car si tu as comme fin de te distraire ou d'acquérir quelques connaissances, tu es vain et misérable. » On reconnaît le caractère un peu mordant d'Épictète, je m'excuse pour lui. Mais si tu rapportes ta lecture au but qu'elle doit avoir, quel autre peut-il être sinon le bonheur? Et si la lecture ne te procure pas le bonheur, quelle est son utilité? Donc on voit là la lecture, véritable outil de transformation de soi, qui peut être considéré comme un exercice spirituel à part entière, apportant au lecteur le bonheur recherché par la philosophie stoïcienne. Alors, la grande question, et c'est ce à quoi j'aimerais essayer en acte, en pratique, de répondre aujourd'hui à travers ces deux ateliers, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui encore, y compris dans un cadre universitaire, considérer la lecture comme exercice spirituel, c'est-à-dire comme outil de transformation de soi? Alors, pour répondre à cette question, je propose de tester, de mettre en application deux types de lecture proposés par Pierre Hadot, qu'il a lui-même pratiqué tout au long de sa carrière, quand il était professeur de philosophie, de philologie grecque et classique, à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, puis au Collège de France. C'est d'abord la lecture scientifique, c'est l'objet de l'atelier de ce matin, qui sera très frustrant parce qu'on ne va pas avoir le temps de se plonger comme il faudrait pour pouvoir lire de manière objective et scientifique le texte que je vais vous proposer, mais ce n'est pas le résultat qui compte, mais l'effort que vous allez mettre dans cette lecture. Et puis la lecture méditative, dont je vous parlerai plus cet après-midi. Le premier type de lecture, c'est la lecture scientifique, en effet, un type de lecture qui va nous permettre d'adopter un point de vue objectif sur le texte que nous lisons. Donc, comme Michael Pichat vous l'a présenté précédemment dans la conférence et dans son atelier, non pas essayer d'adopter un point de vue objectif sur ce qui nous arrive, sur les faits, mais sur le texte qu'on est en train de lire. Donc avoir ce même état d'esprit, et changer de point de vue pour adopter un point de vue objectif sur le texte que nous lisons. Donc cet exercice, il vise à se défaire de tous les préjugés, de tous les jugements hâtifs que l'on pourrait faire sur le texte quand on lit le texte. En d'autres termes, se défaire de nos jugements sur le texte pour le lire avec la plus grande objectivité possible. C'est le but de l'objectif, et c'est ce que Pierre Hadot, dans le texte numéro 6 sur l'exemplier, décrit comme ça. Car pour faire un travail scientifique, dit-il, il faut s'astreindre à l'objectivité. Et l'objectivité ne peut être que le résultat d'un travail de soi sur soi. Il faut se libérer des préjugés et des considérations d'intérêt personnel. Cet exercice spirituel consiste à changer de point de vue, à abandonner le point de vue égoïste et utilitaire du moi de la vie courante pour se hausser à un point de vue universel. C'est là le début de l'objectivité scientifique. Une métaphore peut illustrer cet exercice, celle du regard d'en haut, qui laisse entrevoir le passage d'un point de vue partial et partiel à un point de vue universel, le détachement et l'élévation qui permettent l'objectivité. La recherche du sens voulu par l'auteur, c'est ce que l'on va essayer de faire avec le texte qu'on va lire, essayer de rechercher, de retrouver le sens du texte voulu par l'auteur, exige cet effort. C'est cet effort que je vais vous demander de faire, et peu importe le résultat, pour moi le résultat n'est pas l'objectif c'est que vous ressentiez cet effort d'essayer de comprendre le sens du texte voulu par l'auteur. Donc la recherche du sens voulu par l'auteur exige cet effort et donc ce choix éthique dont je viens de parler. Donc la lecture scientifique des textes antiques, par la recherche d'objectivité et d'impartialité qui la caractérise, est pour Pierre Hadot le lieu privilégié dans l'enseignement de la philosophie actuelle, d'une pratique des exercices spirituels antiques. C'est ce que j'aimerais qu'on essaye de mettre en pratique maintenant.
cet exercice donc, qui consiste à lire un texte de la manière la plus objective possible, en s'attachant à comprendre le sens du texte, sans penser pour l'instant, on verra cet après-midi, à la validité ou à la pertinence des idées que ce texte véhicule. Voilà, ça c'est l'exercice que je vous propose, et pour ça, si vous tournez la page donc au verso, vous avez 3 temps que je vous propose de suivre, 5 minutes chacun, enfin peut-être 3-4 minutes pour le premier, et puis 5 minutes pour les deux suivants, pour qu'on arrive à tenir le temps. Une fois encore, il y aura beaucoup de frustration, c'est un cheminement que je vous propose, vous n'allez pas forcément pouvoir arriver au bout, mais juste pour comprendre l'effort que doit être, que peut être la lecture scientifique d'un texte. J'ai choisi un texte des Pensées de Marc Aurèle, le texte 3.9, que je vous ai mis en grec translittéré en alphabet latin, et puis 5 traductions par 5 traducteurs différents de ce même texte. Pour vous aider dans le découpage et la compréhension de chaque segment de texte a une couleur différente qui se retrouve à la fois dans le texte grec et dans les différentes traductions, pour voir les différentes traductions possibles de ce même segment de texte. Et vous avez même, sur la feuille A5 que j'ai distribuée avec vous, une liste du vocabulaire utilisé, vocabulaire grec, avec une définition tirée du dictionnaire, avec le sens parfois stoïcien spécifique de tel ou tel terme, donc tout le vocabulaire de cette pensée-là. Donc vous avez tout le matériel dont pourrait avoir besoin un philologue qui voudrait essayer de faire sa propre traduction de ce texte. Je vous ai un peu pré-mâché le travail, mais pour vous mettre dans les conditions de quelqu'un qui voudrait non pas essayer de juger le texte, mais de le traduire, c'est-à-dire d'en faire la lecture la plus objective possible. Donc, premièrement, je vous propose d'abord de lire le texte. Je vous propose de lire le texte grec et ensuite, je vous laisserai chacun individuellement 3-4 minutes pour lire la traduction française, les traductions françaises de ce texte, avant de passer au point numéro 2 de l'exercice. Ten hypoleptiken dynamin, sebe, en taote topan, ina hypolepsis ton hegemonico, su meketi egenetai, anakolutos te fusei, kai tetu logiku zou kataskeye. Aotede epangeletai aproptosian, kai ten pros anthropus oikeiosin, kai ten tois theois akolutian. Ça, c'est le texte grec de Marc Aurèle, écrit par Marc Aurèle, puisqu'il écrit en grec ancien. Et vous avez ensuite 5 traductions françaises que je vous laisse lire chacun individuellement. Une fois que vous avez lu ces différentes traductions, je vous propose de passer au point 2 et de prendre 5 minutes pour repérer dans le texte grec et dans les traductions françaises les concepts clés utilisés par Marc Aurèle, que vous retrouvez aussi dans la liste de vocabulaire, et de comparer les différentes manières de les traduire. Donc de vous focaliser sur chaque segment, peu importe si vous n'arrivez pas au bout de la citation, mais qu'au moins vous preniez quelques segments, que vous essayiez de voir les différentes manières de les traduire et que vous choisissiez une formulation qui vous semble la plus proche du texte original et composez votre propre traduction. Il nous reste théoriquement 5 minutes. Je vous avais dit que ce serait frustrant. Je vous propose, parce que j'aimerais que vous fassiez, peu importe où vous en êtes, que vous fassiez chacune aussi la partie numéro 3, qui consiste maintenant à reformuler avec vos propres mots les idées véhiculées par ce texte, mais sans juger de la pertinence de ces idées véhiculées par le texte. Il s'agit maintenant, avec vos propres mots, de reformuler ce que dit Marc Aurèle, sans porter de jugement de valeur sur ce que dit Marc Aurèle. Et je vous laisse là de nouveau 4-5 minutes, et puis nous pourrons partager ensemble quelques essais de reformulation de votre part. Voilà, il est 12h10, on arrive au bout de ces 30 minutes d'atelier.
Donc vous avez fait l'effort pendant ces 15 dernières minutes de vraiment vous concentrer sur cette citation de Marc Aurèle, essayer de la traduire. Vous avez vu donc comment le travail, l'effort qu'exige le fait de se concentrer sur une seule citation, essayer d'en dégager le sens uniquement sans l'interpréter à notre manière avec notre propre point de vue. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu et puis je vous dis à cet après-midi pour la lecture méditative. Ce matin, nous avions expérimenté ensemble un premier type de lecture, la lecture scientifique, qu'on peut considérer comme un exercice spirituel, comme une manière de vraiment se focaliser sur le sens d'un texte en ayant un point de vue objectif sur le texte que l'on lit. Et cet après-midi, j'aimerais vous proposer un deuxième type de lecture considérée comme exercice spirituel, c'est-à-dire comme un vecteur de transformation de soi. C'est la lecture méditative, en tout cas ce que Pierre Hadot nomme la lecture méditative. C'est un type de lecture qui va nous permettre de questionner cette fois la pertinence des textes lus pour notre propre existence. On a vu ce matin que c'était justement l'enjeu de ne pas questionner la pertinence des idées véhiculées par le texte, mais de s'en tenir au texte et aux idées qui étaient véhiculées par ce texte, par Marc Aurèle. Essayer de comprendre le sens du texte. Maintenant, on va lire le même texte, mais en se posant la question quel sens il peut avoir pour moi aujourd'hui dans ma propre existence. Et là, on va avoir ce deuxième type de lecture qui est la lecture méditative. Donc cette lecture, elle vise finalement à méditer, à ruminer et finalement à faire sien le texte que l'on lit. On va voir qu'on va lire le même texte, mais avec une perspective tout à fait différente. Mais toujours avec la transformation de soi comme but, comme finalité de cette lecture. Historien, je vous présente ce type de lecture, et puis ensuite, je vous laisse le temps de la mettre en pratique, comme ce matin. Historien de la philosophie et philologue, Pierre Hadot traduit, commente, tout au long de sa carrière universitaire, les textes de Plotin, d'Épictète, de Marc Aurèle, et à travers son activité d'enseignant, il lit des textes antiques, il les explique à ses étudiants et à ses nombreux lecteurs, tout en leur apprenant à lire eux-mêmes de manière objective et minutieuse, c'est ce qu'on a fait ce matin. Mais la lecture scientifique des anciens n'est pas la seule manière de lire les textes philosophiques du passé. Pour Pierre Hadot, le philosophe ne doit pas se contenter de lire et d'expliquer les textes antiques, mais en tirer profit pour sa propre existence. C'est ce qu'il dit dans le premier texte que vous avez sur votre exemplier. Personnellement, dit-il, tout en essayant de mener à bien ma tâche d'historien et d'exégète, je m'efforce surtout de mener une vie philosophique. C'est-à-dire, tout simplement, comme je viens de le dire, consciente, cohérente et rationnelle. Donc voilà ces trois adjectifs qui correspondent bien au mode de vie stoïcien en particulier. Philosophe tout autant qu'historien, et même philosophe plus encore qu'historien de la philosophie et philologue, Pierre Hadot ne veut pas oublier de vivre, c'est-à-dire redonner un sens au texte lu pour sa propre existence. C'est pourquoi il propose de lire les philosophes antiques d'une autre manière, comme un réservoir de modèles de vie et d'exercices spirituels à expérimenter et à réactualiser dans sa propre existence selon la volonté et le choix de chacun. C'est ce qu'il exprime dans le texte numéro 2, où il dit « Si on reste fidèle à la définition antique, comme l'étaient encore Descartes ou Spinoza, pour qui la philosophie était l'exercice de la sagesse, si on pense qu'il est essentiel aux hommes d'essayer de parvenir à l'état de sagesse, on trouvera dans les traditions antiques, dans les différentes écoles philosophiques, le socratisme, le platonisme, l'aristotélisme, l'épicurisme, le stoïcisme, le cynisme, le scepticisme, on trouvera des modèles de vie, des formes fondamentales selon lesquelles la raison peut être appliquée à l'existence humaine, des types de recherche de la sagesse. » Et donc, on voit bien comment la lecture des anciens, dans ce contexte, est un exercice spirituel, car elle va permettre au lecteur de méditer, de ruminer les textes antiques pour en extraire certains principes, certaines attitudes ou certaines pratiques, en vue de les intégrer dans sa propre manière de vivre.
Donc là, la lecture méditative ou ruminative des anciens va devenir, là aussi, un exercice spirituel. C'est ce que dit Marc Aurèle dans la citation numéro 3, quand il dit que les principes vivent. Comment pourraient-ils mourir à moins que les idées qui leur correspondent ne s'éteignent? Or, celles-ci, ces idées, il dépend de toi de les raviver sans cesse. Et cela va passer par différents types de lecture et d'écriture. Là encore, comme ce matin. La lecture répétée, par exemple, peut être un moyen de raviver ces principes présents dans les textes lus et qui nous paraissent pertinents pour aujourd'hui. L'écriture de ces principes en est un autre. Et puis, troisièmement, la mémorisation de ces principes sous la forme de formules brèves en est encore un autre, le meilleur moyen sans doute pour pouvoir toujours avoir ces principes à portée de main. C'est ce que signifie une fois encore Marc Aurèle au livre 12 des Pensées, dans la citation suivante, lorsqu'il dit « Il faut dans l'emploi des principes ressembler au pugiliste, donc celui qui combat avec les poings, et non au gladiateur qui combat avec l'épée. Celui-ci, le gladiateur, n'a qu'à lâcher l'épée dont il se sert et il est tué. Il n'a plus rien pour combattre. L'autre, le pugiliste, dispose toujours de sa main. Il lui suffit de serrer le poing. Eh bien, le philosophe, lui aussi, doit avoir toujours à portée de main les principes qui vont lui permettre de réagir correctement dans toutes les circonstances de l'existence. Et ça va passer par un travail de lecture, d'écriture et de mémorisation de certaines formules brèves. Vous avez un autre exemple dans le manuel d'Épictète, le manuel d'Épictète qui est lui-même un condensé de l'enseignement d'Épictète, par un de ses élèves, Arien, qui condense dans le manuel, en une 50aine de chapitres, l'ensemble de l'enseignement d'Épictète, qu'on retrouve de manière un peu plus étendue dans les entretiens d'Épictète. Et on a un exemple de cette formule brève qu'il s'agit d'avoir toujours à disposition dans le chapitre 42 du manuel. C'est le texte 5. Lorsque quelqu'un te traite mal ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il agit ou parle en croyant que c'est ce qu'il faut faire. Par conséquent, il ne lui est pas possible de suivre ce qui t'apparaît à toi, mais ce qui lui apparaît à lui, de sorte que si ce qui lui apparaît n'est pas correct, c'est celui qui subit un dommage qui s'est aussi trompé. Une fois cela admis, donc, tu auras une impulsion à agir avec douceur envers celui qui t'insulte. Dis en effet, épiphtégomai, qui en grec signifie ajoute à ceci, ajoute cette parole à ceci. Dis en effet dans chaque situation, il lui a semblé bon. Et là on a un exemple de formule brève, d'une maxime, quelque chose de très concis, que l'on peut avoir toujours en tête, à disposition, en cas, en l'occurrence, d'insulte ou autre. Il lui a semblé bon. Et cette formule brève, elle condense l'idée qu'exprime par ailleurs Épictète, qui est de dire que lorsque quelqu'un fait le mal, quelque chose que je juge comme un mal, il le fait parce que pour lui, cela semble bon. Il lui a semblé bon. Et en se rappelant ça, notre attitude va pouvoir être celle, en l'occurrence, de la douceur envers celui qui m'insulte. Donc vous avez là un exemple, juste un exemple, de cette formule brève et comment on peut utiliser une formule brève dans toutes les circonstances. Et c'est le résultat, finalement, d'une lecture méditative. Donc c'est cet exercice que je vous invite à faire maintenant, cet exercice qui consiste à lire un texte en lien avec la discipline du jugement, donc celui de ce matin, et après en avoir dégagé le sens, ce qu'on a fait ce matin, à réfléchir à sa pertinence pour moi aujourd'hui, dans ma vie personnelle, professionnelle, ou les deux. Vous avez sur la fiche, je vous ai mis 2 autres textes, en cas d'allergie au texte de ce matin. Vous avez la possibilité de prendre le texte A ou B, qui est un texte des entretiens d'Épictète ou des pensées de Marc Aurèle, mais l'exercice a été conçu pour reprendre le texte de ce matin, sur lequel on a déjà travaillé, pour en dégager le sens voulu par Marc Aurèle. Il s'agit là maintenant, vous avez encore les feuilles, j'espère, de ce matin, de relire la citation,
et d'en dégager le sens pour moi, la pertinence pour moi. Comme ce matin, de nouveau, 3 étapes. Je vous laisserai, dès que j'ai fini de parler, mettre en pratique le point 1 et le point 2. Et puis 5 minutes avant la fin, je vous donnerai, pour que vous ayez au moins 5 minutes pour le point 3. Le point 1 consiste simplement à relire la citation de ce matin et à la réécrire, telle qu'elle, mot pour mot. Vous avez un petit encadré. Deuxièmement, réécrire la citation que vous avez choisie avec vos propres mots, en vous focalisant cette fois sur une idée présente dans le texte qui vous semble pertinente ou féconde pour votre propre existence, maintenant. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième exercice, je vous indiquerai 5 minutes avant pour que chacun puisse avoir le temps de le faire, c'est de réécrire cette citation-là, ce point numéro 2, en essayant de le condenser dans une formule brève que vous pourrez toujours avoir à disposition dans votre propre existence. Voilà les 3 étapes de l'exercice. Je vous propose de terminer ici l'exercice. Moi, je finis peut-être par un exemple de Marc Aurèle lui-même, puisque finalement, si on lit les pensées, c'est une série de formules brèves qu'il a à disposition, qu'il se crée lui-même et qu'il a à disposition pour mieux vivre. Et lui, par exemple, dans la pensée 22 du livre 12, dit ceci: « Chasse dehors l'opinion et tu seras sauvé. Qui donc t'empêche de la chasser ?» On a un exemple de formule brève, mais il y en a plein. Et je vous invite à lire les pensées pour trouver d'autres exemples. Merci beaucoup pour votre participation.